Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts de la semaine, émission spéciale consacrée aux 20 ans de la mort de Benny Lévy. On approche de la date anniversaire. Avec nous, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. On va évoquer l'ami, le normalien, le philosophe, le dirigeant de la gauche prolétarienne, le secrétaire de Jean-Paul Sartre, Pierre Victor, la figure de mai 68, le passage à l'étude, le retour au judaïsme, la fondation commune avec vous d'un institut installé à Jérusalem et portant le nom d'Institut d'études lévinassiennes. On va évoquer tous ces strates de la vie de Benny Lévy, puisqu'il y a eu plusieurs vies dans la vie de Benny Lévy. Et je voudrais commencer d'abord. Comment vous qualifieriez cette relation que vous avez eue que vous avez eue tous les deux avec lui? Est-ce que c'était de l'amitié, Alain Finkielkraut? Ah oui, bien sûr. Si le mot amitié a un sens, il s'applique absolument à notre relation. Alors, Benny lui-même n'était pas très friand du mot d'amitié. C'était grec. Juif, son frère. Moi, lecteur d'Arendt, je mets l'amitié très haut. Et j'admirais Benny Lévy. Nous verrons que cette amitié aussi pouvait être orageuse. Et j'aimais son intensité. Voilà. Je dirais, c'était une amitié très intense. Il y avait un feu chez Benny Lévy. Et je pense que Bernard-Henri Lévy sera d'accord avec moi. Il avait ce talent. Il nous forçait en quelque sorte à nous transcender nous-mêmes. Ne fût-ce d'ailleurs que pour lui répondre. Le juif du retour qu'il était voulait que nous fassions le même trajet que lui. Mais il fallait nous expliquer, lui expliquer notre trajectoire, notre décision, ma décision d'être un juif français, lui qui, comme il le dit dans ses derniers livres, voulait faire sauter ce trait d'union, mais je devais être face à cette exhortation perpétuelle au meilleur de moi-même. Et j'aimais beaucoup cet institut d'études lévinassiennes que nous avons créé tous les trois et qui me permettait d'ailleurs de venir en Israël de manière régulière et où nous nous retrouvions, Bernard, Benny et moi, pour une amitié triangulaire, je dirais, assez inattendue. Nous faisions des séminaires communs, nous discutions beaucoup pendant et en dehors des séminaires. Je me disputais avec Bernard. Benny Lévy, qui a des talents de diplomate, que je ne connaissais pas, nous réconciliait. Et il y avait là quelque chose à quoi vraiment j'étais très attaché. Et tout ça, évidemment, n'a pas survécu à sa disparition. L'Institut d'études lévinassiennes vit de sa propre vie, mais je n'ai pas su établir avec son fils René les mêmes relations qu'avec Benny. Et dans la mesure même d'ailleurs où je me fâche avec lui quand je lis ses livres posthumes, il me manque. Voilà, il est cet interlocuteur, il habitait mon fort intérieur et il continue à l'habiter même après sa mort. Vous citiez Hannah Arendt. Hannah Arendt définit l'amitié comme un bout de chemin. Et vous avez fait ce bout de chemin avec Benny Lévy, Bernard-Henri Lévy. Écoutez, moi aussi, moment heureux de ma vie, cet institut d'études lévinassiennes, ce rapport à trois, ce juif de l'étude et ces juifs de savoir que nous étions, les discussions, les disputes, en effet, que nous avions, toi et moi,
Je me souviens d'une en particulier à Jérusalem. Et Béni qui se conduisait là, pas tellement en diplomate d'ailleurs, je dirais plutôt, il retrouvait là son âme de grand dirigeant, comme on disait à l'époque gauchiste. Grand dirigeant réconciliant les contraires, dialectisant les contradictions internes. Voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Et je dois dire qu'il y mettait du talent puisqu'il y parvenait. D'accord avec Alain aussi sur l'amitié. De ma part, grande amitié, grande admiration. J'ai été très impressionné par lui et depuis ma jeunesse, puisque ma première rencontre avec lui date de 1967, à l'époque où il me tapirisait parce que j'étais un médiocre hippocagneux. Lui, je crois en effet qu'il ne croyait pas beaucoup à l'amitié. C'est le vieux débat Berle-Proust, c'est à l'intérieur de la pensée grecque d'ailleurs, Aristote, ami ô ami, il n'y a pas d'amis. Béni pensait cela. Il croyait à la dispute philosophique puis talmudique, il croyait au frottement des pensées. Mais enfin, l'amitié, avec ce qu'elle peut avoir d'affectif ou d'effusif, je crois que ce n'était pas tellement sa tasse de thé. Donc c'était probablement pas le fondement de ce qui nous rassemblait tous les trois. Et puis, là où peut-être je me désaccorderai de toi, c'est que je ne pense pas que son idée était de nous conduire sur le chemin du retour ou nous demander de l'y accompagner. Moi, ce qui me frappait en lui, et qui va d'ailleurs contre le cliché dominant sur lui, c'est au contraire que, d'abord, sa tolérance vis-à-vis de ce que nous pensions et de ce que nous étions, et s'il nous adressait une exhortation, c'était l'exhortation à aller au bout de ce que nous pensions. Moi, je me rappelle, le premier séminaire que j'ai prononcé seul, je lui avais dit des choses qui l'avaient fait bondir. Pourquoi je n'apprenais pas l'hébreu? Pourquoi je n'habitais pas en Israël? Pourquoi j'avais épousé une femme qui n'était pas juive? Je lui avais expliqué ça. Et on avait débattu, il m'avait dit, mais parle de ça, raconte ça. Ton prochain séminaire, c'est ça. Et c'est comment je suis juif, un texte que j'ai publié depuis. Comment tu es juif. Donc l'invitation n'était pas de le suivre. L'invitation était au moins ce que tu vis, pense-le. Et pense-le jusqu'au bout. Et pense-le intelligemment. Et utilise tes quelques outils de pensée disponibles. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaisait en lui, c'était cette obligation qu'il intimait à ses amis ou à ses interlocuteurs d'aller au bout, non pas de leurs désirs, comme disaient les lacaniens, mais de leurs pensées. Alors, puisque vous remontez en arrière et qu'on a évoqué les différents jalons, on a beaucoup dit, il disait lui-même, que dans la période de mai 68 de la gauche prolétarienne, il avait une obsession, celle d'empêcher à tout prix le mouvement de verser dans la violence. Est-ce que vous le créditez de cela? Oui, sans doute. Qui suis-je pour lui refuser ce principe? Et d'ailleurs, en effet, les maoïstes n'ont pas versé dans la violence, la gauche prolétarienne s'est dissoute notamment après l'attentat de Munich. En effet, ça, je pense que c'est vrai. Mais allons tout de suite quand même à ce qui peut fâcher. Béni Lévy est un interlocuteur, je vous l'ai dit, à l'intérieur de moi-même, et je me fâche avec lui. Il pensait, voilà, il était, ce qu'il a appelé, il était habité, parce qu'il a appelé lui-même la vision politique du monde, et notamment par l'idée d'histoire universelle. Et il croyait être au cœur de cette histoire. Et s'il fascinait les militants, c'est précisément par le grand récit dans lequel il les plaçait et les attirait. C'était un enchanteur. Tout d'un coup, dans les mots de Béni Lévy, tous ces militants étaient convaincus de leur importance. Ensuite, il a quitté
le terrain de l'histoire universelle. D'abord la violence, puis l'histoire universelle. C'est un leurre, je me suis trompé, et d'ailleurs il nous exhortait quand même aussi, me semble-t-il, à suivre ce chemin. Même si je suis d'accord avec Bernard, il voulait que nous pensions ce que nous pensons jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est cette intensité qui était pour nous si précieuse et si contagieuse. Mais d'un autre côté, il avait sauté le pas. Quitter l'histoire universelle, tout ça, c'est rien. Retrouver l'immobilité juive. Mais c'était quoi l'immobilité juive? C'était l'histoire sainte. Il a abandonné l'histoire universelle pour l'histoire sainte. Et si on pense en termes d'histoire sainte, les Juifs sont au cœur. Il n'y a pas d'histoire sainte pour les païens. Il n'y a pas d'histoire sainte pour les nations, pour lesquelles d'ailleurs, mais dans son dernier séminaire, La pensée du retour, il manifeste le plus total mépris. Non, l'histoire sainte, c'est les Juifs. Et au sein du judaïsme, le reste d'Israël, ceux qui maintiennent cette immobilité. Donc, si vous voulez, voilà, l'histoire sainte remplaçait l'histoire universelle, mais il était au cœur de l'histoire sainte, comme elle a été au cœur de l'histoire universelle. Donc, il y avait quand même quelque chose, c'est lui, non seulement une radicalité, comme on le dit, voilà, qu'il a transféré dans l'orthodoxie, non, mais, j'ose le mot, une certaine mégalomanie. Il y avait une mégalomanie juive. C'est-à-dire, voilà, ce que nous faisons peut démolir des mondes, ou au contraire, hâter la venue du Messie. Tout cela a une importance absolument capitale. Et voilà. Et donc, je suis frappé par cette continuité, et je m'excuse d'utiliser ces termes, dans la mégalomanie chez Benny Lévy. C'était une part de son génie, mais je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Alors, vous plongez immédiatement dans le conflictuel. Moi, je voulais laisser un peu de temps pour voir. Mais d'accord, très bien, on vous suit. Vous évoquez quand même déjà le dernier Benny Lévy, celui de Mao à Moïse, celui qui se définissait comme le penseur du retour. D'ailleurs, de Mao à Moïse, c'était une expression qu'il n'aimait pas. Non. Il lui préférait de Moïse à Mao, celle de penser du retour. De Moïse, on ne me sent pas Mao, oui. Bernard-Henri Lévy. Je ne suis pas d'accord sur la mégalomanie, mais je vais y venir. D'abord, je voudrais répondre précisément à la question de Shlomo. Est-ce qu'il a empêché la violence en France? La réponse est oui. Ça, la gauche prolétarienne ne s'est pas dissoute par la volonté du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a dissoute. Il a voulu cet acte de dissolution avec beaucoup de fermeté. Dans la tragédie des athlètes israéliens de Munich, 40 ans après le Munich de 1936, ou quelques décennies après, il a pris une position très radicale et très ferme, après l'article de Sartre, d'ailleurs, dans La cause du peuple. Sartre qui avait écrit un éloge du terrorisme, et c'est ce qui a probablement contribué à réveiller Benny, et il a pris là-dessus une position d'une fermeté extrême qui fait qu'on peut le créditer d'avoir enrayé cette machine terroriste qui était probablement en marche dans toute l'Europe. Après, tu dis juif immobile, c'est vrai, le premier geste de Benny, le Benny redevenu juif, c'est de renverser le vieux cliché, repris d'ailleurs depuis par un autre philosophe qui est Alain Badiou, c'est-à-dire le cliché du juif errant. Et le premier geste philosophique de Benny Lévy, je crois, c'était de revenir à l'énoncé de Rosenzweig, disant c'est pas le juif qui est errant et le chrétien qui serait immobile dans la contemplation des idées plotiniennes, mais c'est l'inverse. C'est le chrétien qui est errant et c'est le juif qui est immobile. Et il faisait gloire au judaïsme de cette immobilité dans cette permanence. De cette permanence et de cette immobilité, c'est-à-dire, et c'est mon troisième point, et c'est là où je voudrais exprimer mon désaccord,
c'est vrai qu'il a remplacé l'histoire universelle par l'histoire sainte. Mais je crois que pour Béni, l'histoire sainte, telle qu'il la pensait, c'était plus une histoire, justement. Ah, c'est vrai. C'était plus une histoire. Avec tous les prédicats, histoire, ça veut dire progrès, histoire, ça veut dire dialectique, histoire, ça veut dire téléologie, histoire, ça veut dire que ça va bien finir ou que ça va mal finir. Ça, c'est vrai. Voilà. Lui était sorti de tout ça. Donc je pense que c'était pas substitution, c'est pas histoire sainte à la place d'histoire universelle. Il était entré dans il pensait entrer, et il était entré d'une certaine manière dans un autre temps qui n'avait plus grand-chose à voir avec ce que la tradition appelle l'histoire. Et enfin, alors la mégalomanie, ça, non, je crois pas. Et il était juste juif. Et si, à quoi bon être juif, franchement, si ça n'est pas pour penser que, à ce titre, parce qu'on est juif, on a un certain rôle à jouer dans l'économie des nations, dans leur éventuelle rédemption, dans la venue ou pas du Messie, que sais-je. Donc, en effet, comme il était devenu vraiment juif, il a vraiment pensé cette idée qui est au cœur du judaïsme et qui est l'idée d'élection, et il a vraiment pensé jusqu'au bout qu'être juif, ça servait à quelque chose. Ça, que le vrai. juif était une sorte de trésor caché des nations qui avait un rôle à jouer. Mais c'est pas être mégalomane de penser ça. Non, c'est c'est vrai. être juif. Non, Alors, pardon, Alain, je vais vous laisser. Je sais que vous n'avez pas été au bout de votre coup de gueule, et après tout, c'est une manière de le rendre vivant que de discuter pied à pied avec lui. Mais permettez-moi d'évoluer vers cette dernière période. Mais avant, il y a quelque chose dont j'aimerais vous entendre parler, c'est que, bon, comme philosophe, vous n'avez pas la même approche de Jean-Paul Sartre, même s'il a beaucoup compté pour l'un et l'autre. Les fameux entretiens, Béni Lévy, Jean-Paul Sartre, qui était paru à l'époque dans le Nouvel Observateur et qui avait fait polémique, vous les tenez pour authentiques de part et d'autre? C'était la vérité de Sartre? C'était la vérité ultime de Sartre. J'ai d'ailleurs écrit moi-même là-dessus pour défendre ce texte contre les sartriens officiels qui voulaient dire que Béni Lévy avait manipulé un Sartre gâteux. Au contraire, j'ai essayé avec d'autres bien sûr, de donner statut à l'espoir maintenant. J'ai salué l'évolution de Sartre et le geste de Béni, parce qu'à l'époque, les sartriens officiels donc se détournaient du vieillard. C'était un vieillard qui n'était pas très agréable, si vous voulez. Voilà, il était aveugle, il faisait des tâches quand il mangeait, etc. Donc on ne lui parlait plus. Et Béni Lévy, de manière avec La réveillé. Avec, si vous voulez, une sorte de piété brutale, si j'ose dire, eh bien, parlait avec Sartre, ne l'épargnait pas, et ça a aidé à Sartre, ça l'a aidé à philosopher jusqu'à la fin. Et je trouve cela admirable de la part de Béni. Donc, oui, Sartre a pris les distances avec sa propre apologie de la violence, parce qu'on peut lire, et d'ailleurs, Raymond Aron l'a admirablement fait, la critique de la raison dialectique, comme en effet, comme un éloge de la violence. Il a rompu avec lui-même, ce qui était d'ailleurs un geste sartrien. C'est la liberté c'est ça. C'est d'aller au-delà de ce qu'on a été, c'est de ne pas être prisonnier de son propre passé. Et donc, Béni l'a aidé dans cette entreprise, et je n'ai jamais personnellement témoigné le moindre mépris pour cette évolution et l'intérêt. Et d'ailleurs, j'ajoute que Lévinas a su lui-même
prendre reconnaître très au que sérieux c'était- ce texte, et notamment la rupture de Sartre avec l'hégélianisme. Bernard-Henri Lévy. Non, il n'y a aucun doute sur l'authenticité et l'importance de ce texte. Ça, je crois que passé le moment de rage et de haine des sartriens officiels, John Guérassi, qui parlait d'un petit rabbin égyptien qui aurait réalisé le casse du siècle en investissant le cerveau de Sartre. Passé ce temps-là, je crois que plus personne ne nie l'authenticité absolue de ce texte. Deuxièmement, qu'est-ce que Béni Lévy a aidé Sartre à faire? Ce que Sartre a fait toute sa vie, c'est-à-dire se casser les os de la tête. Formule sartrienne, il a passé sa vie à penser contre lui-même, à se casser les os de la tête, voilà, même à se parjurer, ce qu'il fait dans ce texte. D'ailleurs, il dit des choses énormes. Il dit qu'il n'a jamais ressenti la nausée. Il dit que son œuvre antérieure ne vaut rien. Il dit que Il se moque de l'angoisse, même. il se moque de l'angoisse, absolument, et de la nausée. Il se moque de Heidegger. Il dit que la seule chose qui le fascine vraiment, c'est la résurrection des corps, au point que Béni Lévy lui dit, mais est-ce que j'ai bien entendu? Tu me parles bien tu parles de la résurrection des âmes? Non, lui dit Sartre, les âmes, n'importe quel bouddhiste adepte de la réincarnation peut y croire. Moi, je parle bien de la résurrection des corps. Donc tout ça est incontestable. Ce qui est incontestable aussi, enfin ce qui est beau surtout, et ce qui est vertigineux, ce qui est magnifique, c'est que Béni aide Sartre à... Il est au bord d'une philosophie nouvelle. Par exemple, cette fameuse morale, on connaît tout ça, sur laquelle Sartre a buté toute sa vie, qui n'est jamais parvenu à écrire, c'était le grand chagrin philosophique de sa vie. Il dit à la fin de ses entretiens, ben voilà, j'y suis. Maintenant, grâce à cette interlocution, grâce à l'intervention de Lévinas dans notre dialogue, grâce à tout ça, je sors de la fraternité terreur de la critique de la raison dialectique, je sors des conneries sur le groupe en fusion, je sors de tout ça et je suis en mesure, je suis outillé, si le destin me donne encore 5 ans, il dit d'ailleurs je pense 10, mais je dis 5 par superstition, et là s'il mourra quelques semaines plus tard, je suis outillé pour écrire cette morale. Donc tout ça est sûr. Ce qui est beau, par ailleurs, c'est que la relation est réciproque. Béni accouche Sartre de sa morale, mais Sartre accouche Béni d'autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il nous a souvent dit. Il est devenu français et il est devenu juif en même temps, grâce à Sartre. Français, parce que Sartre a téléphoné à Giscard d'Estaing et a obtenu la naturalisation de Béni, et juif, parce que c'est Sartre qui lui a dit « ça suffit Pierre-Victor, ça suffit les pseudos, tu vas te réapproprier ton nom, tu vas te réappeler Lévy. » Et dans cette relation bizarre entre ce vieil homme aveugle et ce jeune secrétaire charismatique, il y a ça aussi. Ce jeune homme, cet ancien dirigeant politique, il est devenu français et juif par la grâce de Sartre, dans ce moment d'interlocution miraculeuse. On marque une pause et on se retrouve aussitôt après. Le 4 hommage à Béni Lévy avec Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut. Alors, je voudrais rester un moment sur le personnage parce que nous parlons d'authenticité. C'était une qualité qu'il avait incontestablement. Il y a une autre qualité. Vous la concéderez sans doute l'un et l'autre, celle de fuir toujours les banalités. Il n'aimait pas la banalité. Et il était fidèle peut-être où il a été sensible à la formule de Lévinas, il faut débanaliser l'existence, et, ajoutait Lévinas, le judaïsme aide à cela, à débanaliser l'existence. C'est sûr qu'il n'y avait pas de moment ordinaire pour Béni et avec Béni. Nous-mêmes, il nous exauçait au-dessus de la banalité. C'était une part de notre amitié, une part de ma reconnaissance et sans doute de celle de Bernard. Il n'aimait pas la banalité.
Vous revenez j'en viens à ma colère parce que je ne à veux votre pas marotte. Très bien. la laisser tomber. D'accord. Pour lui, le discours sur la mort de Dieu après Auschwitz était d'une banalité insupportable. Et il fallait arracher les Juifs à ce terrifiant cliché. Moi, je ne dirais pas Alors que vous Dieu faites est mort. référence au texte de notamment- Lévinas sur la souffrance inutile Notamment. Mais, et aux commentaires de Benny et Lévy. Hans Jonas, il faut lire La pensée du retour. Parce que il faut lire successivement Être juif, étude lévinassienne, et La pensée du retour. Être juif, il me l'a dit très peu de temps avant sa mort, c'était le grand lancement de la guerre métaphysique. Vous voyez, je n'ai pas mégalomanie, mais il y a une centralité chez Benny, et donc tout d'un coup, une guerre métaphysique allait être lancée. 2 textes étaient, si vous voulez, incarnaient cette guerre, Être juif et les penchants criminels, de l'ordre démocratique de Jean-Claude Miller. Parce que Jean-Claude Miller était son seul véritable interlocuteur. Dans le successeur de Sartre à ses yeux. Oui. La pensée du retour, dans son séminaire, Bernard et moi sommes nommés, mais comme des amis, pas comme des gens qui ont une pensée intéressante. À aucun moment, non, nous voilà, on est des amis, mais ça n'a. Il suivait quand même depuis Jérusalem Oui. ce que vous deveniez l'un et l'autre. Il Oui, apportait comme une espèce de protection. Oui, il lisait vos livres. Oui, il lisait les livres. Et quand je lui ai dit, il rentrait à Jérusalem, et j'ai vu qu'il avait Hans Jonas, le concept de Dieu après Auschwitz. Je lui ai dit, tu as de bonnes lectures. Il y avait Fackenheim aussi. Et après, il dit, ah bah oui, en guise de bonne lecture, j'ai vu. C'est grotesque, c'est nul. C'est banal. Mais c'est très important, ça. Parce que qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là ? Pas la mort de Dieu, j'aime pas ce terme. Le silence. Tu l'aimes pas parce oui, que- justement. Peut-être pour les c'est mêmes raisons que Benny. Comment ? Tu n'aimes pas ce terme, peut-être pour les mêmes raisons que Benny. Peut-être. Parce que c'est un mot chrétien. Sans doute. La mort de Dieu. Sans doute. Tu as raison. Alors- Mais ce que dit Benny, c'est pas ça. C'est-à-dire, voilà, après Auschwitz, on ne peut pas faire de lien entre la souffrance et la faute. C'est ça, le thème, la théologie, à théologie en un seul mot, d'après Auschwitz. Et Benny dit, ça suffit comme ça. C'est pas vrai. Dieu est présent dans l'histoire. Et il le dit, il y a un lien entre la souffrance et la faute. Quand un mal survient à un tzaddik, il doit se demander si à certains moments, il a négligé l'étude de la Torah. Par exemple, si au lieu d'étudier une page de Guémara, il a regardé la télé ou il est allé voir un film. Voilà. Donc à ce moment-là, si un mal lui arrive à ce moment, eh bien, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et il a cette phrase aussi tout à fait stupéfiante, Dieu souffre de devoir recourir à un Haman, ou à un Hitler pour susciter la teshuva, la pensée du retour. Donc Dieu a eu besoin de Hitler pour susciter le retour, et avec Hitler, on a payé, le juif moderne a payé sa faute. Sa faute, c'est de s'éloigner de la tradition. Je n'ai pas fini. Je termine. Parce que, non, ma colère, c'est aussi une manière pour moi de garder Benny vivant. Parce que c'est des choses que j'aimerais lui dire en face. À un moment donné, dans Être juif, il dit, la mère de ma femme, décide de demander à voir le médecin au moment de la rafle du Veldiv pour dire qu'elle est enceinte. J'ai une trop haute idée de Dieu, si j'ose dire, pour le voir en une espèce de Mengele. Il n'a pas pu faire de sélection. Ce n'est pas possible. Et voyez, donc, on a l'impression que ce mépris pour la banalité du discours, de la théologie, le conduit, lui, à revenir à une théodicée. Et il appelle ça la chorma,
qui me paraît folle. Pardon Alors, d'avoir été si il long. faudrait peut-être resituer les choses, parce que ce texte auquel vous faites allusion est un texte sur Job, sur le livre de Philippe Nemo, et sur la transcendance du mal. Et ce qu'il dit est un peu plus, ce que Lévinas dit est un peu plus compliqué. Il dit que la souffrance, c'est peut-être aussi l'urgence d'être attentif à l'autre, La à sa disproportion souffrance. entre- Alors, Bernard-Henri Lévy. Je suis en désaccord total avec ce que tu viens de dire et j'ai trop d'estime pour toi pour ne pas le relever. D'abord, la souffrance inutile, on ne va pas donner à Béni post-mortem des leçons de ça. Il y a, y compris chez, non, laisse-moi parler, tu vas parler longuement, y compris chez Béni, il y a un commentaire, je ne sais, j'ai pas mes livres ici, je crois que c'est dans Être juif, du livre de Philippe Nemo en question, sur le livre de Job, sur la théodicée des amis de Job, opposée à la souffrance sans cause de Job. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela, et on ne peut pas réduire Béni à ça. Deuxièmement, le silence de Dieu, ça c'est sûr que Béni avait décidé de reprendre l'initiative dans la pensée à l'intérieur du grand débat qui oppose depuis des siècles le judaïsme et le christianisme. Ça oui, il appelait ça une guerre, c'est possible. Bon, enfin, c'était une guerre qui faisait pas de mort, c'était une guerre par la pensée, une guerre dans les idées. Il pensait que les Juifs avaient été trop longtemps silencieux, soumis, obséquieux, et il pensait que Rabbi Akiba était un géant à côté de tels ou tels théologiens catholiques. Il avait bien le droit de le penser, je pense personnellement que c'était vrai, et que le silence de Dieu, qu'est-ce qu'il visait? C'était la préface de François Mauriac au premier livre d'Élie Wiesel, c'était ça, la cible de Béni Lévy, et honnêtement, c'était peut-être poétique, ça créait de l'émotion dans les chaumières, mais ça n'était pas métaphysiquement puissant, la théorie mauriacienne du silence de Dieu. Troisièmement, comme Béni était philosophe et qu'il prenait à bras-le-corps la philosophie contenue dans le judaïsme, il opposait au silence de Dieu des catholiques modernes des concepts autrement plus puissants, ceux qu'il trouvait, que nous trouvons dans la Kabbale, la rétraction, le retrait de Dieu. Ce thème très beau que Béni aimait et qu'il opposait à ce qu'il trouvait faible dans cette histoire du silence de Dieu, cette idée selon laquelle Dieu a créé le monde, et une fois qu'il l'a créé, il s'est retiré pour laisser en effet l'humanité se débrouiller et le mal y entrer et y accomplir ses ravages. Donc, c'est ça la pensée de Béni lorsqu'il parle du silence de Dieu. Après, ce qui est vrai, c'est que ce avec quoi il s'est débattu philosophiquement jusqu'au dernier jour, c'est en effet ce débat entre la théodicée et le mal absolu. C'est vrai qu'il ne se résignait ni à l'un ni à l'autre. La théodicée, il l'a critiqué dans 1 milliard de textes, l'idée que le mal sert à quelque chose, l'idée qu'il est incorporé dans un plan providentiel, et puis l'idée de mal radical lui paraissait être une idée intéressante, pensée admirablement par Baudelaire et par Barbé d'Aurevilly, mais il pensait que cette idée n'était pas juive. Et donc, entre les deux, c'est vrai qu'il cherchait à tâtons la voie aux deux sens, aux deux écritures, VOX et VOIE, juive. C'est ça que pensait Béni. Et je ne crois pas, je n'ai pas les citations que tu viens de faire sous les yeux, mais on ne peut pas faire à Béni ce procès-là et le comparer. Il y a des gens qui ont pensé ça. C'était un certain nombre de rabbins antisionistes en 1948 qui ont dit des choses comme ça. Et puis ça a fini avec le rabbin Ovadia Yosef, je crois, il y a une trentaine d'années. Béni n'avait rien à voir avec ce courant de pensée, il était encore une fois autrement. Néanmoins, Bernard-Henri Lévy, je vous pose la question, parce que bon, on est en train de rendre hommage, et c'est bien de le faire en ouvrant les livres. Est-ce qu'il n'y avait pas, en même temps que ce qu'on a dit, l'authenticité, le refus de la banalité,
est-ce qu'il n'y avait pas aussi son intransigeance, la tentation chez lui de toujours aller au bout, Non, mais il y avait... au bout de ce qu'il pense, de tirer la corde. Bien Et c'est sûr. pas vrai seulement c'est pas vrai seulement pour la souffrance inutile. Son attitude sur les Israélites français, son attitude sur l'Europe. Son adieu au livre. Vous avez écrit un Shlomo, livre sur le livre et les livres. Avec tous son ces refus adieux... de livre pour aller à la vie. D'abord, Tout ça. c'était en partie une coquetterie, honnêtement. Son refus des livres pour aller aux livres, c'était aussi une coquetterie malarméenne. Il faut bien dire les choses comme elles sont, ou une coquetterie d'enfants de nisant. Premièrement. Mais deuxièmement, tous ces adieux dont tu viens de parler, ça voulait dire quoi ? Et chez lui, comme d'ailleurs chez Jean-Claude Milner dans Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Ce qui était visé, c'était en effet cette dissolution lente du judaïsme à l'intérieur de la culture universelle. Donc en effet, Béni pensait ça. Béni pensait qu'on était, y compris avec les Lumières, il pensait qu'il y avait une grande ombre, que les Lumières avaient deux visages, et je crois qu'il avait raison. D'un côté, les Lumières ont émancipé les Juifs, et d'un autre côté, elles leur ont demandé aux Juifs de considérer que leur judaïsme n'était rien d'autre qu'une version un peu ancienne de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Béni Lévy disait, pardon, mais Moïse, c'est pas Kant. La Torah, c'est pas la Déclaration des droits de l'homme, c'est autre chose. Ça n'est pas réductible à cela. Et quand il en avait au franco-judaïsme, aux juifs modernes, comme il disait, c'est-à-dire nous, d'ailleurs. Moi, je me rappelle une de mes dernières conversations, quand j'ai lu son livre qui allait paraître en épreuve, il m'a fait, écoute, tu me traites très mal dans ce livre. Mais il en avait à ça. Il en avait à cette tendance qu'a la modernité juive, sous prétexte, en effet, de prendre au sérieux la culture universelle, de ne pas prendre au sérieux ces autres géants de la pensée que sont les gens de la pensée juive. Et moi, je pense qu'il avait raison de prendre cette position-là. Alain Finkielkraut. Alors, je suis obligé de répéter cette phrase. Dieu souffre aussi de devoir recourir à un Haman ou un Hitler pour susciter la teshuva, provoquer la pensée du retour. Et il s'élève contre l'idée d'un tournant historial d'Auschwitz. Il n'y a pas de tournant historial d'Auschwitz. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne peut pas parler comme ça parce que Dieu est présent. Il nous malmène, mais je lui en veux pas de nous malmener dans son séminaire. Je veux dire, je lui en veux pas. Je lui en veux d'être mort parce que je peux pas lui parler. Bien sûr, tout ce que je viens de dire qui est dur, j'aurais aimé le lui dire. Et qu'est-ce qu'il aurait dit, lui, de mes livres qui ont suivi, de l'identité malheureuse, du lien que je fais entre juifs et français, non plus comme une valeur. Est-ce que tu le lui disais vivant, ce que tu dis là ? Comment ? Est-ce que tu le lui disais vivant ? Oui. Ce que tu dis là ? Oui, je lui disais tout ce que je pouvais. Ah, évidemment, être juif, j'ai pas pu, parce que le virage est dans être juif. Donc, mais ah non, je lui aurais tout dit. Être juif, on le sentait venir, il nous en parlait. Oui. Voilà. Non, mais ça, on n'a pas été très surpris quand au Théâtre Hébertot. Tu étais là au Théâtre Hébertot quand on a rendu hommage à ce livre. Je ne t'ai pas entendu, il était presque vivant, il venait de mourir. Je ne t'ai pas entendu être aussi sévère que tu l'es aujourd'hui, épinglant cette citation qui, sortie du contexte, ne veut pas dire grand-chose. Non, mais ça, c'était dans être juif. J'aurais dû en parler peut-être un peu plus et un peu mieux. Cette idée du père matrician et de la grâce que peut représenter le fait de survivre. Je me dis, mais enfin, si j'avais dit à mon père, finalement, tu as survécu parce que c'est grâce à Dieu que tu as survécu, il m'aurait giflé. Il n'aurait pas supporté. Ses parents sont morts et lui a survécu grâce à Dieu. C'est pas possible. Mais ce qui est très intéressant, je veux le lire devant Bernard parce que ça dit quelque chose de son rapport à nous, Bernard et moi. Face à la Torah, en face de cette science immense, qu'y a-t-il ? De la philosophie, de l'idéologie, le rien, le néant. Si je fais un débat sur l'essentiel avec nos amis,
Et note, c'est Bernard Lévy, Alain Finkielkraut. Qui va me dire quoi que ce soit? Heureusement, il y a l'amitié qui nous lie. Oui. On ne va rien lui dire. Donc, Mais moi, je le comprends. Alain, on ne va rien lui dire sur la Torah. Non. On ne va rien lui dire sur le Talmud. Non, parce que la philosophie ne dit rien. Mais ça m'est égal. Moi, je veux bien. Et il y a un moment, je me suis dit cela. Un jour, j'étais chez lui, en Israël. Il m'a montré les volumes du Talmud et les commentaires. Et il avait le visage illuminé. Il me dit, ce sont mes compagnons, ce sont mes compagnons. J'étais admiratif. J'adorais ça. Donc, je veux bien qu'il me dise cela. Et peut-être c'est vrai. Mais si cette chorma le conduit à croire, à parler en termes de théodicée, je suis obligé de répondre, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et alors j'ajoute une dernière chose, excusez-moi, et ça c'est intéressant, parce que ce qui nous fascine, Bernard et moi, dans le judaïsme, c'est l'étude et l'observance. Même si nous ne sommes ni l'un ni l'autre juifs de l'étude, Bernard est allé plus loin que moi dans la connaissance du judaïsme. Mais ça nous fascine par rapport. Mais en fait, la foi au sens chrétien est très présente. C'est-à-dire, il ne cesse de dire la mort n'a pas le dernier mot. Il dit aussi, c'est pas vrai, en fait, contre Lévinas, c'est qu'on fait la mitzvah pour un salaire, pour une récompense, et c'est tout à fait normal. Sauf que la récompense, c'est dans le monde à l'avenir, c'est dans l'au-delà. Donc, il est pénétré, béni, par la certitude de Dieu. Donc, il faut le dire, par la foi en Dieu, cette foi que je ne partage pas, mais il faut le reconnaître, c'est quelque chose, cet ordre. Qu'on ne la ordre. partage pas, ça c'est pas tellement le problème. Qu'il ait la foi et qu'on ne l'ait pas, c'est pas une grande nouvelle. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont la foi, beaucoup de femmes et d'hommes, pas nous, c'est comme ça. Oui, mais on dans dit son toujours cas, l'étude se substitue à tout. Et dans son cas, je suis très surpris de t'entendre là. Parce que moi, j'ai un témoignage inverse. Je me souviens notamment d'une anecdote. Un jour où où en effet, peut-être devant les traités du Talmud, je lui dis, mais enfin, est-ce que tu crois en Dieu? Et je me souviens de son immense éclat de rire. Éclat de rire. D'ailleurs, rarement, le mot éclat s'est autant appliqué que chez lui au rire. C'était des éclats en cascade. Oui, c'est vrai un qu'il rire en riait. cascade. Bien. Il riait beaucoup. Et il m'a dit, tu veux rire? Est-ce que tu crois en Dieu? Tu veux rire? C'est pas la question. Oui. Et ce que m'a dit Béni ce jour-là, et qui, me semble-t-il, était sa pensée profonde, c'est que ce qui est demandé à un juif, c'est pas de croire, c'est en effet d'étudier. Et il m'avait expliqué ce long développement merveilleux. Et d'aimer la Torah plus que Dieu. Et amical, oui, aimer la Torah plus que Dieu, que c'était la tâche d'un chrétien d'aimer Dieu plus que toute autre chose, et que c'était une tâche seconde pour un juif, la première étant d'aimer la Torah, de la complexifier, de la commenter, d'aller de paradoxe en paradoxe. C'est cela que pensait Béni. Et moi, ce dont je lui suis reconnaissant, Alain, même si je ne partage pas, bien sûr, ou si je suis incapable de partager, c'est pas tout ce que tu dis là. Le geste de Béni, il a contribué à rendre au judaïsme sa splendeur. Tu t'émerveilles, comme moi, de la splendeur du christianisme chez Claudel, de la splendeur du christianisme chez Peggy. Toi, moi, moins. Bon, Oui. Très bien. Attends. C'est notre divergence. Oui, nous avons là un camarade, un ami, un contemporain qui lui a dit, encore plus splendide que Claudel ou Peggy, il y a Rabbi Akiba. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas très bien comprendre. Moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'a voulu dire Béni, et j'ai écrit un livre là-dessus. Mais enfin, ça fait pas de lui une espèce de bigot, ce bigot que tu avais l'air tout à l'heure d'engueuler post-mortem. C'est pas bigot, si tu veux, Bernard. Moi j'ai envie de penser avec Béni cette splendeur du judaïsme. Mais justement, quand je lis Être juif et quand je lis La pensée du retour, après Rosenzweig et Lévinas, je me dis, ah bon, tout ça pour ça, c'est dommage, c'est dommage. À un moment donné, il dit, athée, c'est une métonymie d'ignorant.
Il renverse tout. Les Lumières, c'était, on a vaincu la surpossession, c'est le savoir, voilà, et le courage de se servir de ton propre entendement. Non, c'est l'inverse. C'est ces gens des Lumières qui ignorent. Mais je veux bien le croire. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un trésor qui est là. Mais ce trésor, si c'est ça qu'il en vient à dire, si c'est pour réhabiliter la théodicée, alors je me dis, mais c'est dommage. Il doit quand même y avoir autre chose. Et je rappelle, peut-être n'a-t-il pas la foi, mais il s'interroge aussi sur la récompense. On dit le Sakar ou Sarar, je sais pas. Sarar. La récompense d'une mitzvah. C'est la mitzvah. Voilà. Non, ça c'est Lévinas. Ah. C'est intéressant. Il dit, et ça j'aime bien d'ailleurs, il y a un salaire, ça ne faut pas croire. Non, il n'aime pas chez Lévinas ce que certains pourraient juger chrétien, c'est-à-dire carrément l'expiation pour l'autre, un pour autrui sans limite. Ça lui plaît pas. Et il dit, mais cette proposition n'a de sens que dans un monde où l'on ne considère pas que la mort a le dernier mot. Un monde où l'on considère qu'il y a un avenir. Donc la récompense, elle est dans l'autre monde. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pour ça que je reviens avec ce mot balourd de foi, et je suis étonné que tout son savoir talmudique, il le mobilise contre Jonas et contre l'article de Lévinas sur la souffrance inutile. Mais je le lui dis à lui en ce moment-là, nous, aujourd'hui, sur Radio J, nous sommes 4. Je me permets de parler de lui avec cette vigueur parce que vivant. Je lui parle, hélas, je continue à lui parler. Hélas, il ne peut pas te répondre. Hélas. C'est ça le seul problème. Et là, heureusement, tu es là pour me répondre. Alors, absolument. Alors, j'ai une question. Est-ce que pour vous, il est resté jusqu'au bout un philosophe? Il n'a pas oublié son savoir philosophique ancien. Ça, j'en suis évidemment convaincu. Deuxièmement, dans son maniement de la pensée juive, il y avait encore du philosophe en lui. Premier geste, sur son premier geste, c'était le geste lévinassien, faire entendre le grec dans le juif dans le grec, faire entendre dans les textes de la philosophie classique, enfin déchiffrer le palimpseste enfoui, ça c'est le point de départ. Très vite, il a gratté l'écriture grecque pour revenir à l'écriture hébreu enfouie, mais tout ça, c'était encore de la philosophie. C'était une sorte d'Heidegger inversé, au fond, d'ailleurs. Hein, quand Heidegger grattait, prétendait aller en dessous du logos et des textes grecs pour retrouver la parole originaire des présocratiques, d'une certaine façon, Béni lui répondait, la parole originaire, l'archiparole, c'est la parole biblique. Donc tout ça, c'était de la philosophie ou de l'antiphilosophie, ce qui revient au même. Éducateur, enseignant, oui. Oui et non. Non, parce que il me semble qu'il pensait que dans ce qu'il disait, dans ce qu'il énonçait, il y avait une part d'intransmissible. Ça, je l'ai entendu le dire, et je suis convaincu qu'il le croyait. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se transmettre. Tout ne peut pas se transmettre. Hein. On peut pas. Le professeur parfait n'existe pas. Le professeur, c'est celui qui tente de transmettre imparfaitement un savoir, non pas absolu, mais enfin voilà. Mais d'un autre côté, il avait ce tempérament-là, bien sûr. Et c'est le tempérament d'un transmetteur, d'un passeur. C'est pour ça que ces textes, d'ailleurs, sont aussi noués. C'est pour ça qu'ils sont aussi opaques, parfois. C'est que ce sont bien souvent, ce sont les points de départ. C'est comme être juif, par exemple, dans certains chapitres, c'est comme des notes pour un cours. C'était tellement ramassé, tellement concentré, que c'était fait pour être oralisé et être développé. Donc, d'un côté, il y avait le pessimiste en lui qui pensait que toute une part de ce qu'il pensait et savait ne pouvait pas se transmettre. Et de l'autre côté, il y avait cet effort extraordinaire qui a présidé à son école doctorale à Jussieu, à la création, avec notre aide, de l'Institut d'études lévinassiennes. Il y avait cette volonté, à tout prix, à toute force, de faire passer
la parole juive. Merci à tous les deux. C'était le 4 quarts hebdomadaire, émission spéciale consacrée aux 20 ans de la disparition de Benny Lévy. Bonne journée à tous.